Tout juste 19h à Alger, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Al24 News, à la une de l'actualité de ce mercredi 24 juillet. 292e jour consécutif d'agression génocidaire sioniste sur Gaza et un bilan qui s'approche dangereusement de la barre des 40 000 martyrs. Aux États-Unis, Netanyahou persona non grata au Congrès américain, les démocrates boycottent le discours du bourreau de Gaza. Le président sahraoui à l'honneur lors de la clôture de la 12e édition de l'université d'été des cadres du Front Polisario. Brahim Ghali appelle à permettre à la MINURSO de parachever sa mission. Coup de théâtre en Ukraine et Kiev se dit prête à entamer des pourparlers avec la Russie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après 292 jours consécutifs d'une agression génocidaire sans précédent, le bilan des victimes à Gaza s'est alourdi en ce mercredi 24 juillet à 39 145 martyrs et 90 257 blessés, en grande majorité des enfants et des femmes. Selon la dernière mise à jour publiée par le ministère de la Santé à Gaza, au moins 3 massacres ont été commis contre des familles palestiniennes durant les dernières 24 heures pour un bilan de 55 martyrs. Et au moins 5 martyrs sont tombés tandis que plusieurs personnes ont été blessées dans le bombardement d'une maison à Jarn, région située à Jabalia dans le nord de l'enclave palestinienne de Gaza. Les victimes ont toutes été transportées à l'hôpital Kamal Adwan. Et plusieurs martyrs ont également été signalés du côté de Khan Younes dans un nouveau raid mené par l'armée d'occupation contre la ville du sud de Gaza. Des immeubles entiers ont été littéralement pulvérisés par les frappes de l'armée d'occupation. À Qarara, d'autres maisons ont été ciblées dans les régions de Bni Sihila, Satr ainsi que la ville de Hamd. Biden bénit toutes les opérations, tous les meurtres et tous les massacres. Les États-Unis le bénissent, le Congrès le bénit, Biden le bénit, à la Maison-Blanche le bénit. Donc les États-Unis ne sont pas un partenaire, ils sont la base, la raison de la guerre. Israël et les États-Unis sont Israël. Et les crimes sionistes également d'actualité en Cisjordanie, où pas moins de 3 martyrs sont tombés aujourd'hui sous les tirs de l'armée d'occupation. La ville de Toubas, au niveau du camp de Qalandia, et également à Toul-Karam. Il s'agit de Abdel Nasser Sahran, un agent des douanes âgé de 23 ans, Ahmed Nidal Aslan, âgé de 20 ans, et du jeune Yazan Mohamed Abdou. Ce qui se passe dans les gouvernorats fait partie d'une politique israélienne qui vise à mettre le peuple palestinien à genoux. Les services de sécurité font partie intégrante du tissu social de la société palestinienne. La population palestinienne dans son ensemble, tout le peuple palestinien est visé. Et l'union des factions palestiniennes à Pékin et son écho
à Gaza. Les Palestiniens ont salué la déclaration de Pékin, document qui scelle l'unité nationale et défriche le terrain à une réconciliation entre factions, avec un seul horizon pour mot d'ordre, la fin du génocide, la lutte contre l'occupation et la reconnaissance de l'État palestinien. Celui-là, Kinal. L'accord de réconciliation et d'unité entre les factions palestiniennes, signé à Pékin, a soufflé comme un vent d'espoir dans les rues de Gaza. Poussé à bout par plus de 9 mois d'effusion de sang, tous espèrent que la déclaration de Pékin contribuera à unifier les positions et les rangs palestiniens pour faire face à l'agression génocidaire sioniste et mettre fin à la division. Nous soutenons la signature de la déclaration entre les factions palestiniennes en Chine et la création d'un gouvernement intérimaire de réconciliation nationale pour la cause du peuple palestinien. Toutes les factions palestiniennes doivent s'unir pour construire un gouvernement national au service du peuple et promouvoir la mise en œuvre de la déclaration de Pékin. Nous espérons que toutes les factions pourront s'unir et parler d'une seule voix. Nous souhaitons que les objectifs de la déclaration soient rapidement atteints. L'accord signé par 14 factions palestiniennes, après 3 jours de discussions intensives, jette les bases d'une feuille de route d'unité nationale visant à maintenir la souveraineté palestinienne sur Gaza une fois l'agression génocidaire sioniste terminée. Accord salué par les Gazaouis qui y voient une opportunité de mettre fin à des années de souffrance. Nous espérons que la déclaration de Pékin sera le dernier accord visant à résoudre les différends entre les différentes parties et mettre fin à nos souffrances. Nous espérons également que ce document réunira toutes les factions pour établir un gouvernement de réconciliation nationale, reconstruire Gaza et réaliser une véritable unité palestinienne. La déclaration de Pékin vient dans le sillage de la déclaration d'Alger, renforcer les bases de l'unité palestinienne, une unité primordiale pour faire face à l'ennemi sioniste, dont le but est de s'accaparer des terres palestiniennes et se débarrasser de ce peuple martyr, mais ô combien résilient. Ne dit-on pas que l'union fait la force ? Et alors qu'elle se trouve une nouvelle fois confrontée à des attaques perfides et sournoises, l'Observatoire euro-méditerranéen pour les droits de l'homme monte au créneau pour défendre la Cour pénale internationale contre toute forme d'invective venant de la part d'entités proches ou sympathisantes de l'entité sioniste. L'Observatoire a dénoncé des tentatives d'intimidation et de déstabilisation de la CPI dans le but de l'empêcher de faire son travail et émettre des arrêts, des mandats d'arrêt contre des responsables sionistes tout en insistant sur le danger que représente toute remise en cause de la compétence et de l'indépendance de la Cour sur le droit international. Et la participation de l'entité sioniste aux Jeux Olympiques de Paris fait tache. Les voix s'élèvent contre la présence d'une entité criminelle au plus grand rassemblement sportif de la planète, tente justement de s'exprimer alors que le Comité international olympique, pris en flagrant délit de 2 poids 2 mesures, se réfugie quant à lui dans les éléments de langage. Neila El Habouda. Pas de JO pour les génocidaires. La délégation sioniste n'est pas la bienvenue à Paris. Ce sont les mots d'ordre des manifestants pro-palestiniens sur le pavé parisien. Ils dénoncent les 2 points de mesure en s'appuyant sur les sanctions qui pleuvent contre la Russie. Les athlètes russes ont été exclus de toute compétition internationale, rien du côté israélien. Nous sommes ici pour protester contre la participation d'Israël aux Jeux Olympiques. Israël doit être expulsé parce qu'il viole systématiquement les droits et les lois internationales. Il doit donc être expulsé de ces Jeux Olympiques, comme cela est arrivé à la Russie. C'est la polémique qui assombrit les JO 2024. La Russie exclut des Jeux de Paris, pas Israël. Les règles du Comité international olympique sont peu lisibles. Les organisateurs des JO ignorent-ils délibérément le génocide sioniste à Gaza ? En ce qui concerne certaines demandes d'exclusion du Conseil national olympique d'Israël, la position du CIO est très claire. Nous avons 2 comités nationaux olympiques. C'est la différence avec le monde politique. À cet égard, les 2 pays ont vécu une coexistence pacifique et les Jeux olympiques sont une compétition non pas entre pays. Il s'agit de compétitions entre athlètes délégués par les comités olympiques nationaux. Des arguments qui ne tiennent pas la route.
Selon les protestataires, l'hymne et le drapeau sioniste ne devraient pas être brandis au JO tant qu'Israël continue de commettre des crimes de guerre à Gaza et d'intensifier sa colonisation illégale des territoires palestiniens en Cisjordanie occupée. Les sportifs peuvent venir ici, mais sans le drapeau d'Israël, le gouvernement d'Israël, c'est un criminel de guerre. Ils n'ont donc pas le droit de venir avec le drapeau d'Israël aux Jeux Olympiques. Vous savez, normalement les Jeux Olympiques sont un symbole de paix dans le monde. Comment un criminel de guerre vient-il ici? Ce n'est pas normal. Des appels au boycott, aux demandes d'exclusion. La présence de l'entité sioniste au JO de Paris crée des tensions et continue de diviser. Depuis quelques mois, l'Occident se décrédibilise complètement en montrant au monde entier qu'il applique des standards qui changent en fonction de ses intérêts et ses amitiés politiques. L'entité sioniste et le bourreau qui la dirige, Benjamin Netanyahou, persona non grata au Congrès américain. C'est du moins la position prise par une partie du camp démocrate et à leur tête la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Tous ont déclaré boycotter le discours du boucher de Gaza à la chambre haute et basse du Parlement américain. Imen Merad. Des démocrates de la Chambre des représentants et du Sénat ont déclaré qu'ils prévoyaient boycotter le discours prévu ce mercredi par le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou lors d'une session conjointe du Congrès. Bien que je continue à me battre pour une relation forte entre les États-Unis et Israël, fondée sur des valeurs communes, je n'assisterai pas à la session conjointe avec le Premier ministre. L'opposition des démocrates à la politique génocidaire conduite par Benjamin Netanyahou à Gaza est avancée par de nombreux parlementaires comme principale motivation les ayant poussés à prendre position. Le président Biden a donné la priorité au retour en toute sécurité de tous les otages. Le Premier ministre Netanyahou ne l'a pas fait. Il continue de faire passer sa propre survie politique avant les intérêts du peuple israélien et des citoyens américains. En l'absence de la vice-présidente Kamala Harris en sa qualité officielle de présidente du Sénat, ce rôle revient à la sénatrice Patty Murray, présidente pro tempore du Sénat. Mais la démocrate de l'État de Washington a déclaré mardi que par solidarité avec le peuple palestinien, elle ne prononcerait pas de discours. Il est de la plus haute importance d'obtenir un cessez-le-feu durable et mutuel et je continuerai à faire pression pour qu'un tel accord soit conclu le plus rapidement possible. J'espère que le Premier ministre Netanyahou profitera de l'occasion pour expliquer comment il compte garantir un cessez-le-feu et une paix durable dans la région. Parmi d'autres absences qui peuvent surprendre, celle du sénateur républicain J.D. Vance de l'Ohio, fervent partisan de l'entité sioniste, qui, selon son bureau, ne pourra être présent pour des raisons de calendrier. À noter que des centaines de militants se sont rassemblés dans la capitale américaine Washington pour manifester contre la visite du Premier ministre du gouvernement sioniste, une manifestation qui met en lumière le poids du dossier palestinien et du supplice infligé à Gaza par l'entité sioniste au sein de l'opinion publique américaine. Allez, ouvrons à présent le dossier africain et après plusieurs jours d'intervention et de conclaves et d'activités, clôture en beauté de la 12e édition de l'Université d'été. Les cadres du Front Polisario organisé dans la wilaya de Boumerdes en Algérie, avec pour cette dernière la présence du président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Rali. Lors d'une allocution, Rali a justement réaffirmé tout l'engagement du peuple sahraoui envers ses droits légitimes de disposer de lui-même. Personne ne peut contraindre les peuples à abandonner leurs droits légitimes et leurs terres spoliées. Des décisions arbitraires et injustes consistant à reconnaître une prétendue souveraineté de la part de l'entité d'occupation sioniste sur les terres palestiniennes ou celle du régime du Makhzen marocain sur le Sahara occidental est en soi
Un comportement agressif et contraire à la Charte des Nations Unies et à ses décisions. Les Nations Unies doivent en urgence permettre à la délégation de la MINURSO de parachever sa mission, dont le Conseil de sécurité l'a chargé, consistant en l'organisation d'un référendum d'autodétermination conformément au plan de règlement onusien et africain de 1991. Et dans le même contexte, le président sahraoui a par ailleurs insisté sur le fait que le Maroc constitue le danger numéro 1 pour les populations et les pays de la région, compte tenu de son passif en matière de politique agressive et d'expansionnisme au détriment de ses voisins. Le régime d'occupation du Makhzen marocain constitue aujourd'hui un réel danger car il a ouvert grand les portes aux agendas belliqueux de l'entité sioniste dans notre région. En s'abandonnant à ses plans et en les enjolivant et en se liant à elle militairement et sécuritairement et en œuvrant avec elle jour et nuit à la mise en œuvre de ses politiques d'agression et ses crimes contre l'humanité en direction du peuple palestinien frère. Nous restons en Algérie où les travaux du séminaire international sur la révolution algérienne dans sa dimension africaine, intitulé L'Algérie et l'Afrique, une mémoire commune, un sort commun et un avenir prometteur, se poursuivaient ce mercredi à Alger avec la participation de plusieurs délégations africaines et d'experts algériens et étrangers. Au deuxième jour de cet événement, plusieurs personnalités nationales et africaines sont intervenues sur les thèmes liés à la dimension africaine de la révolution algérienne, l'importance de la mémoire collective et du destin commun dans l'édification d'un avenir prometteur, notamment à la lumière des défis régionaux et internationaux actuels et de la guerre pour le pillage des ressources et des richesses du continent, à commencer par la situation au Sahara occidental. Le président du Conseil de la Nation algérien, Salah Boudjil, a signé au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au siège de l'ambassade du Vietnam à Alger, le registre de condoléances à la suite du décès du secrétaire général du comité central du Parti communiste vietnamien, Nguyen Phu Trong. En Éthiopie, les opérations de secours se poursuivaient ce mercredi, 48 heures après le drame et ce glissement de terrain qui a coûté la vie à près de 230 personnes dans une zone isolée du sud du pays où les acteurs humanitaires acheminent de l'aide et 14 000 personnes doivent être évacuées en urgence. Le dernier bilan provisoire en date publié hier par les autorités de la zone administrative de Gofa faisait état de 229 morts, 148 hommes et 81 femmes. Mais l'on s'attend à ce que ce bilan grimpe, indiqué mardi soir le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU en Éthiopie, dans un rapport sans préciser le nombre de personnes encore portées disparues. Au Kenya, le président William Ruto a annoncé la nomination de 4 figures de l'opposition dans son gouvernement élargi pour tenter d'apaiser la contestation qui secoue le pays depuis plus d'un mois. Il s'agit de membres du parti Mouvement démocratique Orange. Dans le détail, John Mbadi s'est vu confier le portefeuille des Finances. James Opio Wandayi a été nommé ministre de l'Énergie et du Pétrole. Hassan Ol-Joho désigné au poste de ministre des Mines, de l'Économie de la Mer. Et enfin, Wycliffe Oparanya au ministère pour le développement des coopératives et des PME. Je félicite les dirigeants de diverses organisations des secteurs publics et privés, y compris les partis politiques, pour leur réponse encourageante à ma demande de consultation sur la formation d'un gouvernement à base élargie. Leur volonté de mettre de côté leurs positions et intérêts partisans afin de rejoindre un partenariat visionnaire pour la transformation radicale du Kenya est un geste historique de leur patriotisme. Afrique toujours, le président angolais João Lourenço a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre ses responsabilités envers le peuple palestinien et à mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité
qui appelle à la création de l'État de Palestine. Déclaration faite en marge d'une rencontre qu'il a réunie avec le Premier ministre portugais Luís Montenegro. À proprement parler, nous demandons la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui appelle à la création de l'État de Palestine dans le cadre d'une solution de 2 États souverains voisins vivant côte à côte pacifiquement et amicalement. Retour aux États-Unis où la présidentielle pèse de tout son poids sur la politique du pays. Côté démocrate, sans candidat déclaré, le temps presse. Chaque minute compte désormais. Kamala Harris, et malgré son statut de favorite à la succession de Joe Biden, qu'il a lui-même soutenu après son retrait de la course à la Maison-Blanche, se jette néanmoins dans la bataille à l'investiture. Safwan Ben Sabri. Elle serait plus difficile à battre que Joe Biden. Kamala Harris est fortement pressentie pour être investie par le Parti démocrate. Bien que son investiture ne soit pas encore officielle, c'est elle que Joe Biden a désignée pour assurer sa relève dans la course à la Maison-Blanche. La vie politique américaine s'est accélérée à vitesse grand V ces 2 dernières semaines. Tentative d'assassinat sur Trump, abandon de la course de Joe Biden. Les événements se succèdent. C'est dans ce même rythme effréné que Kamala Harris, à peine désignée, a lancé les hostilités envers son adversaire. Donald Trump veut faire reculer notre pays. Lui et son programme extrême Projet 2025 affaibliront la classe moyenne. Comme nous le savons, nous devons prendre cela au sérieux. Est-ce que vous pouvez croire qu'ils ont mis cette chose par écrit? Pour Donald Trump, Kamala Harris sera plus facile à battre que Joe Biden. Cependant, alors que celui-ci était donné perdant avec 6 points de retard, Kamala Harris suscite un regain d'intention de vote. Une dynamique nouvelle qui la porte selon un sondage Reuters à 2 points d'avance sur Trump, à 44% contre 42% pour le milliardaire. Alors que le match semblait plié pour Trump, l'étau se resserre, bien que la dynamique trumpiste soit loin d'être essoufflée. Toujours est-il que l'Amérique est de plus en plus divisée entre 2 camps qui ne se parlent plus. Je vous en parlais tantôt, en titre retournement de situation dans le dossier ukrainien. Kiev se dit finalement prête à entamer des pourparlers avec Moscou, de l'aveu même du chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, en déplacement en Chine où il s'est réuni avec son homologue chinois Wang Yi. La partie ukrainienne est disposée et prête à s'engager ou à engager le dialogue et les négociations avec la partie russe. Bien sûr, les négociations doivent être rationnelles et pratiques visant à atteindre une paix juste et durable, a en effet déclaré Kuleba. La Chine appelle de son côté à un règlement politique de la crise ukrainienne, affirme son ministre des Affaires étrangères. Et la déclaration de Kuleba n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Le Kremlin n'a pas tardé à réagir à cette déclaration tonitruante de la part du chef de la diplomatie ukrainienne. Moscou, par la voix de son porte-parole au Kremlin, Dmitri Peskov, estime que le signal de l'Ukraine sur les négociations semble être en phase avec la position de la Russie. Et plus tôt dans la journée de ce mercredi, Moscou avait rendez-vous avec l'explosion d'une voiture. Bilan 2 blessés, l'explosion a été provoquée par la détonation d'un objet non identifié placé à bord d'un véhicule garé dans la cour d'un immeuble résidentiel dans le nord de la capitale russe. C'est ce qu'a déclaré en effet le porte-parole du ministère russe de l'Intérieur, Irina Volk, cité par l'agence de presse TASS. La Russie toujours qui réagit cette fois-ci au refus des autorités françaises d'accorder des accréditations à ses journalistes pour la couverture des Jeux Olympiques par la voix de son ministère des Affaires étrangères. Moscou a qualifié la position française de paranoïa. C'est de la paranoïa, de la vraie paranoïa, quand ils disent qu'ils ne donnent pas accès aux journalistes pour couvrir un événement où des milliers d'autres journalistes sont présents. Je considère cela comme de la paranoïa. C'est la fin de ce 19h. Je vous donne rendez-vous à 22h pour un nouveau numéro des Pros de l'écho. D'ici là, excellente suite des programmes sur Al 24.